Audio Jungle. Audio Jungle. Très heureux de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Exactions policières, exécutions sommaires et bien d'autres crimes de sang. Voilà dans quelle ambiance d'enfer vivent désormais les Congolais. La police, l'armée, la gendarmerie se sont substitués en des bandes armées criminelles qui distribuent gratuitement la mort. Vous avez compris que désormais, violés, torturés, tués ont été érigés en une arme psychologique pour maintenir la population congolaise dans la terreur, dans la peur, mais surtout pour empêcher toute revendication sociale et empêcher également l'émergence des idées d'une insurrection. On rappelle, le 30 septembre dernier, le monde entier apprenait avec stupéfaction la mort de mademoiselle Merveille Bazondila, qui avait été battue par la gendarmerie d'Nkayi. Et ce qui est surprenant, c'est que dans le rapport d'expertise de l'examen extérieur du corps de la DQJUS, finalement, la gendarmerie a été acquittée. Elle n'est pas responsable puisque ce rapport parle d'une mort de suite d'une crise d'épilepsie. Droit de savoir revient sur ce rapport d'expertise avec pour invité Ferdinand Justice Moukala. Il est donc le chargé des questions, sinon le responsable des questions juridiques du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour, Justice. Oui, bonjour. Bonjour. Une citoyenne interpellée, embarquée par une patrouille de gendarmerie, molestée et renvoyée chez elle dans un taxi, d'ailleurs réquisitionné par ses geôliers, et trouve la mort le lendemain très tôt le matin. À quoi cela vous fait penser? Un crime, un accident ou simplement une coïncidence malheureuse puisqu'on parle d'une mort de suite d'une crise d'épilepsie? En tout cas, loin s'en faut, cela ne peut pas être une coïncidence malheureuse. C'est bien une succession de faits à incriminer, à mettre sur le compte notamment des forces de l'ordre qui ont entraîné la mort de cette jeune dame. Tout dans la trame de l'histoire qui a été savamment mis aux yeux de la population et même dans le rapport des experts congolais montre très bien, si l'on sait regarder et l'on sait questionner ces rapports, que c'est bien la succession des choses qui sont passées qui a entraîné la mort de cette jeune dame. Et c'est dommage. Justice, je vais t'inviter donc à suivre cet élément vidéo de reportage pour remettre nos téléspectateurs dans le contexte et je reviens vers toi. Je vous en prie. Bazondila Merveille, une jeune demoiselle résidant au quartier Monanto dans le premier arrondissement de Nkayi, a été trouvée morte dans sa chambre au matin de ce mardi 29 septembre. En effet, arrêtée pour n'avoir pas porté sa bavette de protection contre la Covid-19 sur l'avenue de la Révolution le lundi 28 septembre, autour de 16h, mademoiselle Merveille Bazondila est placée dans la BJ de la gendarmerie et aurait même subi de ce fait des agressions physiques et même menottée. Une fois dans les locaux de la gendarmerie, elle aurait reçu des coups. Libérée autour de 21h, lorsqu'elle rentre, elle raconte son supplice à sa maman avant d'aller se coucher. Au matin de ce mardi, voulant s'enquérir de l'état de santé de sa fille, sa maman la trouve inerte dans son lit. Hier, on l'a interpellé par la gendarmerie au niveau de la Révolution là, pour un problème de bavette. D'abord, depuis là-bas, on a commencé à la taper. D'après les sources, depuis là-bas, on a commencé à la taper. Et quand on l'a tapé, on l'a amené ici, on l'a pris sa trousse qui avait au moins une somme de 35 000 francs, plus son téléphone. Et quand on l'a ramené ici, au niveau de la gendarmerie, en tout cas, elle est restée là, on l'a relâchée autour de 21h. Et quand elle est repartie à la maison, elle a parlé que non, on l'a tapée. On l'a marché sur elle. Et ce matin,
la maman, étant de l'autre chambre, a constaté que l'enfant ne se réveille plus. Voilà, je sais, tu viens de suivre avec moi cet élément. Alors, les témoignages font état d'une violence extrême qu'aurait subie la victime, bien entendu, alors que le rapport, lui, fait état, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, d'une mort de suite d'une crise d'épilepsie. Tout cela laisse penser que nous avons un pays qui ne s'occupe pas de la sécurité des citoyens de ce pays. Cette jeune dame pouvait-elle être une personne qui est capable de déranger l'ordre public? Non. Vous voyez dans quelles conditions une telle jeune dame peut trouver la mort. La mort est inoculée et banalisée dans ce pays. Cette jeune dame, tout le monde a été poussé vers la mort. Les violences, on a ici tout un ensemble d'éléments qui sont mis en avant. Les forces de l'ordre empêché par la manière de faire. On n'emmène pas une jeune fille comme ça, quelque part. On le garde pendant un long moment et on la ramène comme une bête de somme à domicile. On se souviendra en 2015 de la mort d'un jeune qui a été pris bastonné à l'intérieur d'un commissariat central et qui va en sortir, comme on le dit, les pieds devant, la tête derrière. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé à Chakona. Et tout ça démontre bien que nous avons des forces de l'ordre qui aujourd'hui sont certainement mis sous pression pour martyriser des jeunes. Et c'est la jeunesse qui est attaquée. Et ce qui se fait avec cette jeune dame, alors on va nous parler notamment d'une chute qui a entraîné une crise d'épilepsie. Mais qu'on nous dise où s'est passée cette chute. Est-ce à domicile? Est-ce au niveau de la gendarmerie? Ce que l'on sait, c'est qu'elle a été bastonnée. Les témoignages, parce que cette jeune fille a eu le temps de parler à ses parents, de dire ce qu'elle a vécu, le martyre qu'elle a connu. Alors cela devait émouvoir tout citoyen et tout homme épris de paix et surtout dans la considération de la dignité de la personne humaine. Ce qui s'est fait n'est pas digne d'une police, n'est pas digne de la gendarmerie, n'est pas digne des forces de l'ordre. C'est un état de sécurité qui est généré avec ces types d'éléments. Quelle aurait été donc la bonne démarche, juridiquement parlant, dans un pareil cas? Parce qu'apparemment, on note une précipitation des pouvoirs publics à procéder à un examen extérieur du corps. Et comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, il avait bien fallu faire une autopsie. Oui. Alors, ce qu'il faut, c'est que dans le pareil cas, lorsque une mort fait suite à des éléments de ce genre, le procureur de la République doit pouvoir se saisir de la question et ordonner le médecin légiste à pratiquer une autopsie. Parce qu'il y a un malaise. Les populations se sentent élevées et l'on voit que la société est en ébullition. On ne peut pas laisser des gens sans réponse. Et que la police, sinon la gendarmerie, est accusée de violence sur une personne, il s'agit de voies de fait, c'est condamné par le code pénal. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et donc, lorsque ces choses sont constatées, il faut effectivement une procédure commandée par le procureur qui commande un rapport que fait donc le médecin légiste qui est capable de pratiquer une autopsie. Cette autopsie doit dévoiler des éléments saillants pouvant dire dans quelles conditions cette jeune fille est décédée. Mais dans pareil cas, ce n'est pas un médecin légiste qui a été choisi. C'est un simple médecin, un chef de service, que sais-je, à qui l'on confie de pouvoir faire un rapport. Ce rapport est nul et non avenu. Il ne peut pas porter d'effet sur le plan juridique. Qu'un médecin constate des éléments en amont pour donner quelques indications au procureur et emmener le procureur à diligenter donc une enquête et à demander notamment au médecin légiste de faire une autopsie, voilà quelque chose qui aurait pu paraître normal. Mais on se demande, est-ce qu'il y a une police scientifique dans ce pays? Parce que cette jeune fille est morte à domicile. Ça implique quand même que l'on vienne constater dans quel état on trouve le cadavre. Et ensuite, on prend donc le cadavre, on l'emmène sur ordre notamment du procureur au niveau de la médecine légale, où effectivement le corps est entreposé jusqu'à ce qu'il y ait
décision d'autopsie et que l'autopsie soit pratiquée. Et nous savons que c'est pas dans ces conditions-là que les choses ont pu se faire. Et donc, il y a un doute énorme sur ce qui s'est passé, mais l'idée même d'un doute ne peut effleurer l'esprit d'un criminologue. Un criminologue verrait tout de suite que nous avons assisté à une technique pour camoufler le forfait, camoufler le crime qui a été savamment commis sur une jeune dame qui ne demandait qu'à vivre, qui ne faisait que pratiquer les activités qui lui auraient permis de poursuivre sa vie dans un monde où l'on sait combien c'est la jungle. Les gens souffrent, ils doivent se donner à eux-mêmes des occasions pour pouvoir se nourrir. Alors cette jeune fille a été victime de la barbarie d'une gendarmerie qui a perdu tous les repères de ce que doit être des forces judiciaires. Est-ce qu'il y a si réellement il y a une différence entre l'autopsie et l'examen extérieur du corps? À quel moment intervient l'autopsie? À quel moment intervient un examen extérieur du corps? L'examen extérieur du corps intervient lorsque l'on procède au constat d'une situation. On peut le voir dans n'importe quelle situation où on a un accident qui s'est opéré. Vous avez la police scientifique qui vient, qui observent les éléments et se font assister dans la police scientifique. Il y a des médecins, des gens attitrés qui sont capables de poser un diagnostic. Ce diagnostic est extérieur. Il permet de constater un certain nombre d'éléments, mais ces éléments demandent à être confirmés par un médecin légiste. Tant que ce n'est pas confirmé par un médecin légiste, qui intervient après, sur demande du procureur, un commissaire ne peut pas commander une autopsie. C'est le procureur qui le demande, car nous sommes bien là dans une démarche visant à savoir dans quelles conditions une personne est décédée. Et donc, dans ce cas-là, ça procède toujours d'un soupçon, mais ce soupçon peut être lavé par l'autopsie et non pas par un constat physique fait soit par la police scientifique, soit par un médecin qui a été appelé à observer une situation par défaut notamment d'une police scientifique. On parle d'un examen extérieur du corps et dans ce rapport, on relève également que finalement la victime n'était pas grosse puisque les gens ont dit qu'elle était enceinte, mais dans le rapport, il est mentionné finalement qu'elle n'était pas enceinte et qu'un examen avait été fait. Est-ce que par l'examen extérieur du corps, on pouvait savoir si la victime était grosse ou non, ou avait été violée? Voilà, on peut savoir par l'examen extérieur, on peut savoir qu'une personne est enceinte lorsque les signes apparents, notamment d'une grossesse, sont là. Mais lorsque les signes apparents d'une grossesse ne sont pas là, eh bien, il faut une investigation. Une investigation qui se fait et qui s'opère à l'intérieur certainement de la personne. Il y a l'échographie qui le permet, donc de pouvoir regarder et de savoir si la personne est enceinte, mais il faut vérifier l'ensemble de ces éléments. Et si, comme le dit bien la famille et toutes les personnes qui connaissaient cette jeune fille, qu'elle était enceinte, nous avons là 2 crimes, 2 morts, 2 personnes qui ont été assassinées. La personne qui est dans le ventre et la jeune fille. Et c'est grave. C'est grave de banaliser ce genre de situation. C'est grave de voir que les autorités publiques peuvent précipiter notamment des procédures dans le but d'embrouiller les gens et oublier que 2 vies ont été enlevées en même temps. La jeune fille ainsi que l'enfant qu'elle portait en son sein. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que la dignité de l'être humain est totalement bafouée. Totalement bafouée. Alors, on va commencer même par assassiner les enfants qui sont en train de vouloir arriver, mais vers quelle société allons-nous? Vers quelle société? C'est une question importante. Vers quelle société allons-nous? D'y voir un peu, justice. Comment expliquer qu'un procureur de la République est censé faire respecter la loi et participer à un tel examen conscient que ce n'est pas ce qui devrait se faire sur la victime? Mais le procureur connaît ce que dit le code pénal. Il maîtrise la procédure. C'est le procureur qui veille sur la cité, qui veille sur la sécurité des uns et des autres. Il est le chef hiérarchique de la police. Et donc, le procureur devait se rendre compte qu'il ne pouvait laisser passer un simple rapport, mais devait investiguer au fond. Une des questions essentielles est celle-ci. Est-ce que le procureur
avait les mains libres? Est-ce que le procureur voulait seulement qu'il y ait manifestation de la vérité? Et je crois qu'il avait intérêt à cacher la vérité pour protéger le forfait des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre que l'on peut ici nommer comme des forces de désordre. Parce que lorsqu'on veut garantir l'ordre, on garantit l'ordre avec des actes de justice, d'équité, et il n'y a ni justice ni équité sans la vérité. Et c'est par la vérité des faits qu'on arrive effectivement à une vraie justice. Dans le cas présent, il s'agit notamment de camoufler la vérité des faits pour que une sorte de mauvaise justice puisse passer, puisque dans le cas présent, l'affaire est comme totalement abandonnée. Il n'y avait pas de poursuite. Elle est morte d'une crise d'épilepsie qu'elle avait déjà l'habitude de faire et donc elle s'en est allée. Et c'est pas causé par les gendarmes. Et dans ce cas-là, effectivement, elle pouvait mourir normalement et dans ce cas-là, on ferme. Mais il y a quand même un élément qui doit faire penser à quelque chose. Si tant est-il que cette jeune fille est morte seule dans sa maison, sans qu'il y ait des liens avec ce que la gendarmerie a pu faire, d'où vient que l'État se précipite de débloquer quelques sommes d'argent, je veux dire que c'est de l'argent pour corrompre, pour donner aux parents qui en ce moment-là sont très pauvres pour qu'ils enterrent l'enfant. C'est devenu aussi une tradition, remarquez-le. Lorsqu'il y a des forfaits de ce genre, on se précipite d'entourer la famille pour donner de l'argent et même interdire qu'il y ait des veillées. Une manière de piétiner la justice et de jouer avec l'argent. L'État se sent responsable, mais de quoi se sent-il responsable? A-t-il commis un crime ou n'a-t-il pas commis un crime? On l'a avec la question, vous l'avez bien suivi dans les procès, notamment des jeunes tués au début du mandat du régime actuel, de ces jeunes qui ont traversé, et lors des procès, tout a été fait. Le principe de la responsabilité de l'État est reconnu, mais pas le principe d'avoir inoculé la mort. Vous faites allusion aux disparus du beach, c'est cela? Ben voilà, on parle des disparus du beach et c'est une situation ubuesque. Et il faut le vivre dans un pays comme le Congo, tout simplement. Il n'y a que là qu'on vit des choses de ce genre. C'est des monstruosités. Et le droit aujourd'hui est entaché. On est en train de créer des conditions pour que demain, personne n'ait la possibilité de croire à une possibilité de justice. Et s'il n'y a plus possibilité de justice, alors c'est la jungle. Chacun règle ses problèmes à sa manière et voilà comment une société criminelle se constitue. Parce qu'il n'y aura plus de loi commune pour tous. Pour quel intérêt un régime peut-il se lancer dans une telle aventure, c'est-à-dire faire de sorte que les forces de l'ordre deviennent carrément des bourreaux de la population Mais parce que le terrorisme d'État est au cœur de ce pouvoir. Nous parlons d'un pouvoir méphitique, d'un pouvoir qui est arrivé dans le sang et un pouvoir qui se maintient dans le sang et les larmes des Congolais. Parce que ce qui caractérise vraiment ce régime, c'est à la fois des crimes de sang et des crimes économiques. Tout est criminel dans ce régime. Crime de sang, crime économique. Donc, crime de droits humains et crime économique. Et nous avons là les deux éléments, à la fois pour détruire une société, tuer des hommes, car en terrorisant les populations, ce pouvoir se maintient et crée les conditions de sa duration. On parle de la duration du régime. Ce régime veut durer et ne sait pas comment durer puisque ce régime était capable de générer ou d'accoucher une forme de légitimation naturelle qui vient par exemple par le vote. Si tant est-il que ces responsables sont vraiment élus, qu'est-ce qu'ils ont à martyriser les populations de cette manière? À s'entourer de cette police qui est, cette armée qui est présente partout, comme si cette société n'était composée que de bandits. Même si je vais pondérer ce tableau par le fait que je reconnais tout de même qu'il y a dans ce pays, on peut le voir dans d'autres affaires, un reste qui est disponible au niveau de la justice. On le voit avec les 4 jeunes qui sont en prison depuis un bon moment, mais qu'un juge d'instruction a compris que cette situation ne pouvait pas perdurer.
c'est sale sur le plan procédural. C'est sale au regard du droit humain. C'est sale lorsque de l'extérieur on voit ce pays et de dire mais qu'est-ce que c'est que cette justice? Qu'il ne sait plus considérer des moments qui sont des moments tolérés, parce qu'il faut savoir qu'au cœur de tout cela, c'est la liberté des gens. Ils sont tolérés procéduralement, mais pour une courte durée. Et l'on garde des gens à vue sur des périodes extrêmement longues. Et ça ne peut pas, ça ne peut pas se faire. Dans un pays normal où l'on pratique le droit comme il se doit, on ne peut pas faire ainsi. On ne peut pas faire ainsi. Et on a quand même un juge qui est intervenu, mais l'on voit quand même qu'il y a des choses là qui interviennent et qui montrent que les forces lugubres prédominent sur certaines forces au sein même de cette justice qui tentent de remettre les choses à l'endroit, mais c'est difficile lorsque la justice est aux ordres d'un pouvoir méphitique qui veut tout contrôler et qui veut imprimer dans la tête de la jeunesse, qui ne permettra pas à cette jeunesse de pouvoir avancer et de pouvoir recouvrer l'ensemble de ses libertés. Justice, on va revenir sur le rapport. Est-il normal que le nom du procureur qui a assisté, bien entendu, à cet examen extérieur du corps, du représentant de la police judiciaire et des parents qui ont pris part à cette séance ne soit pas mentionné dans le rapport? Un rapport d'expertise peut citer un procureur. On n'a pas besoin de mettre son nom. Parce que dans le cas d'espèce, lorsque on est dans une zone déterminée, on est en CAI, il y a en droit ce qu'on appelle une compétence matérielle. Cette compétence est celle notamment du procureur du secteur. Ce procureur-là de la ville, il règne là. Et donc quand on cite le procureur, on sait de qui on parle. Donc on peut s'en référer après pour voir qui était le procureur. Mais quand on parle du médecin légiste, par exemple, il faut citer le nom du médecin légiste. Quand on parle du médecin qui est intervenu, il faut quand même le citer parce que on parle d'un chef de service extrême, il faut le citer. Là, c'est vraiment important pour que les gens sachent. Mais je pense que dans l'opacité dans laquelle tout cela s'est fait, le but a été non pas seulement de vouloir camoufler. Pour moi, pour le procureur, on ne l'a pas camouflé parce qu'on sait que le procureur qui est compétent. Dans ce cas-là, on peut le pointer du doigt. Mais pour les autres acteurs, le médecin qui intervient, le nom doit être cité. Il y avait les parents, certainement, qui étaient là pour regarder, mais que pouvaient-ils faire? Il n'y a pas un contradictoire, là. Ils sont assistants. Donc, ils ne peuvent pas, eux, dire quoi que ce soit. Le plus important, c'est que ce rapport est par lui-même invalidé, parce que ce rapport ne peut pas emporter la conviction sur l'idée que cette personne serait morte par ce que dit ce rapport. Il aurait fallu qu'un médecin légiste confirme les dires de ce médecin pour que le rapport ait quelque pertinence. Je ne vois pas quel est le juge qui peut se fonder sur ce type de rapport. Si c'est un juge qui est formé comme un vrai magistrat, mais comme nous le savons que dans notre pays, j'ai juste à dire, parce que c'est étonnant, ça ne nous étonne plus, des médecins qui agissent contre les gammes, c'est-à-dire à l'opposé de ce que dit la loi. On est maintenant habitué dans ce pays. C'est une jungle. Ce pays a un régime qui est vecteur d'insécurité. Ce régime ne vit que par l'organisation de l'insécurité. Et il ne peut y avoir insécurité que si les forces qui ont à générer la sécurité sont détournées de leur mission régalienne. Justice, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez à la famille Bazonzela, par exemple, pour faire triompher la justice? Parce que là, on a l'impression que tout a été étouffé. Et dans ce cas, se trouvent aussi d'autres Congolais qui ont vécu ce martyre. Je pense au jeune Darion Tambika qui avait été torturé et abattu froidement par un colonel de police, que je citerai d'ailleurs le nom, Léonard Ngatse. Tout à fait. Et après, on demande à la famille de ne pas organiser un deuil. Comment faire triompher la justice? Parce qu'après, tout le monde commence à se dire, écoutez, quand il y a telle ou telle autre situation, pourquoi aller à la justice? Puisque les décisions de justice sont déjà connues d'avance, on sait qu'on ne va pas gagner. Et tout ça, ça démotive un peu les Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, en vous écoutant, on voit très vite
que le cas de Darlene, du jeune Darlene, j'essaie de le nommer comme tel parce que ça me touche, mais vraiment fortement, quand je vois ce qui est arrivé à ce jeune. Voilà, quand je le dis que c'est la vie des jeunes qu'on est en train de détruire dans ce pays. Et ce jeune avait des enfants. Que deviennent ces enfants? Et donc, si les citoyens congolais, notamment les parents, et j'interpelle ici les parents, ont droit, il y a ce qu'on appelle l'intérêt pour agir. Eh bien, bien sûr que l'OCDH est intervenu dans ce cas, heureusement, bien heureusement, que l'OCDH a pris le temps d'enquêter et de mettre à nu le forfait commis par ce commissaire Gatsé. C'est un monstre qu'il faut vraiment condamner. Mais pour poursuivre ce monstre-là, parce que l'on voit que ce monstre est protégé par tout l'appareil qui est au-dessus, par sa hiérarchie, eh bien, il faudrait tout simplement que ces familles se constituent avocats, que ces avocats mettent en place des procédures civiles, aillent devant la justice pénale du pays et déposer des plaintes. Il faut que à chaque cas qui se pose, cela puisse se faire. Je comprends que de temps en temps, on leur donne un peu d'argent à ces parents pauvres. Et une fois qu'on leur a donné un peu d'argent, ils oublient qu'ils ont le droit de poursuivre. Alors, on les terrorise. Et ça, je peux le comprendre. Mais il faut poursuivre. Parce que s'ils ne poursuivent pas, au moins qu'une plainte soit déposée pour l'histoire. Parce que, pour l'histoire, lorsque le régime change, et nous espérons voir ce régime changer dans ce pays, pour que la justice revienne au cœur de la vie de la cité, au cœur du politique. Parce que sans la justice, il n'y a pas de paix. Il n'y a de paix que lorsque la justice règne dans un pays. Et il n'y a pas de justice lorsqu'on laisse pour compte des situations de ce genre et que la justice pénale ne les traite pas. Cela banalise le crime que, on le voit ici, le crime commis par des responsables des forces de l'ordre. Ce sont des responsables là. Là, on a un chef, un commissaire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. Comment un policier qui décide lui-même de faire justice, d'abattre, fût-il un voleur, d'abattre un voleur? Mais non, mais même le voleur a une dignité. Et chacun de nous a droit à la justice et a droit à une protection de sa personne et même d'avoir un avocat pour le défendre. Et donc, ce policier ne connaît pas son code déontologique parce qu'il ne peut pas faire ça. C'est un bandit, et parce que un criminel, et il doit être poursuivi comme tel. Et l'aperçu que donne l'OCDH montre très bien qu'il y a possibilité, donc qu'il y ait eu crime et donc nécessité de poursuivre ce commandant. Et puis, notons-le, les parents de la jeune dame Ankaï, je les appelle, mais vraiment fortement. Défendez la mémoire de votre fille. Cette question ne peut pas être mise aux oubliettes. Il faut porter la question dans les mains de la justice. Le dossier va être introduit et même si ils arrivent à le couvrir, une justice va arriver. Et c'est ce que je veux dire aux gens. Il y a une justice qui va arriver. Le moment venu. Parce que nous ne pouvons pas laisser. Et si nous nous sommes engagés aujourd'hui à faire en sorte que cette société-là change, c'est pour qu'il y ait une justice et que cette justice puisse reprendre des dossiers de ce genre et pour que plus jamais cela ne se répète dans l'histoire de notre pays. Il y a trop de familles endeuillées, on ne peut pas tolérer ces choses. Alors, Congolais, levez-vous. Lorsque vos droits sont bafoués, portez plainte, allez vers la justice. Et je sais qu'il y a des affaires qui réussissent, on le voit dans le civil, et même dans certaines affaires au pénal. Alors il faut y aller, même lorsque les forces de l'ordre sont impliquées, il faut y aller et porter les affaires devant la justice. Avant de conclure, je vais donc t'inviter à suivre un autre élément. Tout à l'heure, je parlais du commandant Léonard Ngati qui a battu froidement le jeune Darian Tambika. On se rend compte que finalement,
c'est comme un ordre qui avait été donné à toute la police d'exécuter froidement les jeunes Congolais sans s'inquiéter de quoi que ce soit, parce que à Pointe-Noire, il y a eu un autre cas également, c'est un commissaire central, en la personne d'Itoa Poto, qui a fait exécuter des familles au quartier raffinerie de Pointe-Noire. Je vous propose de suivre cet élément et on en revient. J'ai entendu les coups de feu. Moi j'ai senti que non, mais ça c'était la police. Si cette police-là peut déformer les faits, c'est des menteurs. Ils ont commencé à tirer, après il y a eu un silence. C'est là où moi j'ai compris que non, mais ça c'est une bavure de la part de la police. Ils ont pris mes frères là pour des braqueurs. Le premier camp de la raffinerie, et il y a eu des exactions, semble-t-il. Et quel est votre message tout de suite par rapport à ce que vous avez vu? Non, exaction, non, nullement. Incident peut-être parce que nous prenons ça sous cette forme d'incident, parce qu'il n'y a pas une certaine coordination. En fait, de quoi s'agit-il? C'est un taximan qui rentre à 3h du matin avec un client, qui passe dans cette ruelle, constate qu'il y a des gens qui sont armés de machettes. Donc c'est des bébés noirs. Mais moi, à 3h du matin, j'ai un collègue qui m'appelle comme quoi, dans le quartier, il y a des gens qui ont des machettes. Nous avions, dans le cadre de l'opération Araignée 2, des bouchons qui sont placés dans la ville de Pointe-Noire. Notamment ici, à la raffinerie, nous avons des bouchons tenus par les éléments de la force publique dans l'opération Araignée 2. Saisis par les faits, les gens arrivent et constatent éventuellement il y a échange. Et effectivement, ceux qui ne portent pas des armes blanches, ils tombent et on les place. Et subitement ce matin, on entend comme quoi que dans ce quartier, on a mis en place des systèmes d'autodéfense. Ça, c'est pas... D'abord, ça nous ne le connaissons pas. Secondo, ça c'est peut-être des milices. Parce qu'un chef de quartier qui prend l'initiative de mettre en place un système d'autodéfense pour superviser son secteur, il le fait sur instruction de qui? Et il saisit qui? Alors ça ne passe pas. C'est des histoires, je crois que sur cela, au moment où je parle là, les dispositifs d'autodéfense dans tout le secteur de pointe doivent disparaître. Force reste à la loi. C'est la police qui a des checkpoints, c'est la police qui fait des patrouilles, c'est la police qui a le droit de gérer ces situations-là. Donc, on ne peut pas mettre en place un système d'autodéfense, comme se dit. On achète des machettes, on donne aux gens de le quartier, et on croit qu'ils vont superviser, ou tout au moins gérer, sécuriser le quartier. C'est faux, c'est une milice. Mieux encore, que nous ne soyons pas informés. Alors sur ça, je dis tout simplement que c'est aberrant, c'est un incident, ça doit plus se répéter, mais que dans les secteurs où éventuellement il est mis en classe, ou je ne sais pas tellement par quel mécanisme que nous ne maîtrisions nullement, les systèmes de défense, ça doit disparaître à partir d'aujourd'hui. Et je vais saisir les autorités, et on doit trouver des solutions là-dessus. Ce qui vient de se passer, ben certes, c'est un incident, c'est malheureux, mais force reste à la loi. C'est la police qui est passée, bon voilà, on n'y peut rien. Voilà, merci. Bien, voilà, justice, tu viens de suivre avec moi ce deuxième élément. Tu comprends que c'est similaire et finalement, la police se met à exécuter froidement les jeunes un peu partout dans le Congo, on le note. Hein. Et ça, ce sont des quelques éléments qui ont été filmés, heureusement, mais il y a bien d'autres cas similaires que nous ignorons. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de pratique dans un pays qui se dit pays de démocratie, pays de justice, pays de droit? Nous avons là un élément important pour comprendre que nous n'avons pas au Congo un état de droit. Le critère essentiel, c'est le respect des droits de l'homme, le respect du droit des individus, le respect des libertés individuelles. Et lorsque les libertés des uns et des autres sont menacées, lorsque la vie des uns et des autres est menacée, non pas par le voisin d'à côté, mais par les forces de l'ordre, eh bien, nous sommes devant un État policier. Et pire, devant une dictature. Et l'on peut même parler d'une tyrannie. Parce que ce n'est pas normal. Les exécutions aussi sommaires, extrajudiciaires, où c'est qu'on le voit? Il faut le vivre au Congo. On ne peut pas tolérer ce genre d'actes. Et on le sait que depuis que ce régime est arrivé, ça fait 23 ans. 23 ans, il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende une affaire de ce genre. On peut décider de faire justice sans que la justice n'ait eu le temps d'agir. La police, son problème, c'est d'appréhender si c'est des malfaiteurs, si c'est des voleurs. Vous les appréhendez, vous les emmenez, vous les confiez
à la justice et à la justice de faire son travail. Mais ils ne peuvent pas, eux, décider de faire le travail de la justice. Les exécutions extrajudiciaires sont considérées comme des actes de torture gratuite, mais de torture. C'est une violence gratuite sur des gens. C'est donc la dignité des personnes qui ici est bafouée et détruite. Et ces exécutions se font devant du monde. Cela montre quoi? Cela montre que on veut terroriser la population. Ce régime veut terroriser. Et on approche des échéances électorales et on sait comment ça se passe dans ce pays-là. Lorsqu'on s'approche, il faut poser. Ces gens posent autant d'actes de ce genre, mais qui frappent d'impunité au niveau des forces de l'ordre. Et ça, on ne peut plus tolérer. On ne peut plus tolérer ce genre d'actes. Je remercie l'OCDH qui fait un travail énorme et d'autres observateurs des droits de l'homme dans notre pays qui font un travail énorme pour faire remonter toutes ces informations, pour faire en sorte que nous puissions avoir accès à ces informations et dénoncer l'innommable. L'innommable. Parce que ce qui se fait là, je ne sais pas comment les nommer tout le temps. C'est de l'innommable. C'est contre la vie humaine. Or, le propre du politique, c'est de construire et de maintenir la vie, de poursuivre la vie et non pas d'annuler la vie, d'arrêter la vie. La vie pour quelques-uns, ceux qui sont des gangsters dans ce régime, dans ce monde-là. Et puis pour tous les petits, eh bien, on les soumet à la bastonnade quand on peut les bastonner, sinon pire, on les entraîne vers la mort. Des actes de ce genre ne doivent pas rester impunis dans un état de droit. Nous n'avons pas au Congo un état de droit. Cela montre très bien que le Congo n'est pas un état de droit. Loin s'en faut de ce que disent notamment les turiféraires de ce régime et qui sont à longueur de journée à nous parler du Congo comme un état de droit. Le Congo n'est pas un état de droit. Ces actes-là le montrent très bien. Ce forfait ou ces forfaits de Pointe-Noire le montrent très bien. Le Congo n'est pas un état de droit. Là où on ne respecte pas les droits de la personne humaine, il ne peut y avoir d'état de droit. Oui, justice, est-ce que ce genre d'actes ont le même caractère que les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles? Eh bien, bien sûr. Ces actes sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Il suffit de lire les actes, je veux dire tous les documents internationaux en la matière. Et les actes de torture, la torture, les exécutions sommaires extrajudiciaires sont des actes constitutifs de crimes contre l'humanité. Et donc, nous devons arriver à faire en sorte, et c'est pour cela que je recommande aux familles de porter plainte. Parce que porter plainte laisse une trace. Il y a mémoire de ce qui s'est passé. Et c'est bon que l'OCDH ait pu relater un certain nombre de faits, les faits dans lesquels ils ont pu enquêter là où on leur a permis d'enquêter. Et d'ailleurs, je vois dans le cas de Darlene, ils demandent même la protection des agents de l'OCDH. Cela veut dire qu'ils sont même eux-mêmes, en tant qu'enquêteurs sur les droits de l'homme, menacés dans leur propre intégrité. Et dans quel pays sommes-nous? On ne peut pas laisser perdurer un tel état de violence. Mais je salue, mais fortement, je salue tous ces militants des droits de l'homme qui combattent au cœur des ténèbres de la tyrannie congolaise, au cœur des ténèbres d'un pays voué à la perdition, un pays qui se laisse guider. Je dis qu'il se laisse, parce qu'il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. On ne peut pas laisser ce pays continuer dans cette dérive où le genre humain est détruit. Nous sommes des Bantous, je le rappelle, des hommes marqués par la justesse du droit, par la justesse de l'équité.
J'aime bien entendre les Africains quand ils parlent de l'Égypte, des pharaons noirs qui ont inventé la règle de la Mahat. La Mahat, c'est justice, équité, droiture, vérité, tout cela compris dans un seul et même vocable. C'est cela qui fait le Bantou, qui fait le Montou. Le Kimontou, c'est l'esprit qui permet à l'être humain de durer, car au cœur de cela se trouve être la vie. Or, aujourd'hui, c'est la vie qui est ôtée. C'est la vie qui est détruite. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'avilir l'être humain, de le réduire à néant par des gens qui savent que leur temps est compté. Leur temps est compté. Et ça, il faut qu'on le dise. Leur temps est compté. Qu'ils regardent leur montre constamment. Leur temps est compté. Cela veut dire que, quel que soit le temps, les auteurs de ces crimes seront poursuivis. Il y a quelqu'un qui disait Denis Sassou Nguesso n'a pas de respect pour la vie humaine. Qu'est-ce que tu penses de cela? Eh bien, cela le montre très bien, parce que où est-il quand tout ceci se passe? Il est censé être le magistrat, n'est-ce pas? Et il aime bien se targuer de ce titre de magistrat. Mais quelle est la puissance du magistrat? C'est la règle de l'équilibre, de balance que nous avons. Je le disais, il est arrivé dans le sang, il se maintient dans le sang des Congolais. Il n'est là que comme vecteur d'insécurité. Il ne créera pas les conditions de la sécurité d'un peuple. Regardez-moi un peu dans les temps pareils. On va un peu sortir simplement de cet espace de la juridicité pour regarder le politique. Mais regardez un peu ce pays. Il y a le Covid. Les salaires ne sont pas payés. Les Congolais souffrent. Il y a une grande crise économique dans le pays. Mais qu'est-ce que l'on voit faire ce pays? C'est s'acheter des tonnes d'armes. C'est de gros véhicules militaires que l'on voit défiler et qui arrivent. Mais commandés avec quel argent? Il paraît qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, ce régime n'a pas pour fin le bonheur des Congolais, mais leur asservissement à une minorité qui s'est accaparée des rênes de pouvoir et qui entend se maintenir. Mais je le rappelle, le temps de ce régime est compté. Son temps est compté. Denis Sassou Nguesso est bel et bien un criminel. Il faut le dire. Il faut pas passer par quatre chemins. C'est un criminel. Il y a tellement de crimes de sang dans ses mains, au point que même le prisonnier, celui qu'il met en prison, il l'assassine. Donc, cela montre très bien qu'il n'a que le sang dans ses mains. La violence à l'égard des populations, cela ne peut perdurer. Un bon chef d'État veille à la sécurité de sa population. Ce n'est pas le cas de M. Denis Sassou Nguesso. C'est pas son cas. Voilà. Et donc, il porte et il portera dans sa vie une marque de fétissitude. Les fétissures sont en lui. Il y a quelque chose qui le marque. Il est blessé par le sang qui est là et qui coule sur son corps, parce que le sang des Congolais appelle Dieu à la vengeance. Et il est clair qu'il ne peut demeurer dans cet état. Il devra rendre compte de toute la gestion qu'il a eue depuis plus de 34 ans qu'il trône à la tête de notre pays. Merci Ferdinand Justice Moukala d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui, Droit de savoir. Je vous retrouve donc très prochainement pour un autre thème sur le même canal. Merci. Audio Jungle.